Bonsoir, Benoît Skouratko. Je vous accueille pour un webinaire qui va porter sur la question de l'orientation et de la vocation. Je vais essayer de rendre compte du travail que l'on mène depuis maintenant presque 1 an et demi au sein de la commission orientation du département éducation du secrétaire général de l'enseignement catholique. Nous nous sommes rendus compte qu'on parlait beaucoup d'orientation et que souvent on limitait l'orientation à la logique d'un calendrier avec des échéances. On pensait l'orientation avec l'orientation, la charnière troisième seconde, puis après on pensait l'orientation seconde première, et puis après terminale post-bac. Et on avait une grande difficulté à penser l'orientation déjà dans un continuum bac-3, bac+3, et puis aussi du mal à penser l'orientation avec une logique d'accompagnement de la personne et de formation à la personne. Alors pour préparer ce webinaire, je me suis appuyé sur le travail que la commission orientation fait depuis plusieurs années, et puis aussi sur quelques questions qui ont été posées en amont par certaines personnes. Donc déjà l'idée de réfléchir, les questions, ce sont celles qui ont été posées et que j'ai recensées, rejoignent les préoccupations qu'on pouvait avoir au niveau de la commission orientation. Tout simplement du constat, comment mieux orienter les jeunes à la recherche de leur voie et non pas forcément à la recherche de la meilleure orientation ou de la meilleure école. Quelle place donner à l'éducation à l'intériorité, au silence, mais aussi, on pourrait dire, à la construction de la personne dans l'orientation. Comment articuler l'orientation, en tout cas, comment la réforme du lycée provoquer aussi de nouvelles questions, amener de nouvelles démarches. Et puis, essayer de voir aussi peut-être comment travailler avec la communauté éducative, tous les acteurs de la communauté éducative à l'orientation et ne pas réduire la seule orientation au rôle du professeur principal, puisque nous sommes tous prescripteurs d'orientation à partir du moment où on travaille dans un établissement scolaire et qu'on accompagne des jeunes. Alors, la base de ce travail, enfin, c'est pas la base, en tout cas, on pourrait dire le travail qu'on menait au sein de la commission orientation s'est croisé à un moment donné avec la conférence qu'il y a eu internationale sur l'orientation, organisée par le CNESCO, au CESE, et on est parti de constats qui sont venus rencontrer, en tout cas qui au niveau international, recouper des préoccupations que nous pouvions avoir au niveau de l'enseignement catholique en France. La première chose, c'était de se rendre compte que l'orientation, l'éducation et l'orientation, elle concerne tous les acteurs de la communauté éducative, ça reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, et non pas seulement les seuls professeurs principaux, et qu'on accompagne le jeune dans un processus d'orientation, alors pas forcément, justement de la maternelle, par la formation qu'on propose, on pourrait dire, de l'école primaire jusqu'au lycée et au post-bac, dans un accompagnement qui est affiné au fur et à mesure, mais en tout cas, ce n'est pas aux seules étapes charnières de l'orientation ou du calendrier de l'orientation. L'idée aussi, c'est qu'on commence très jeune cette orientation et qu'il faut l'accompagner et qu'il y a des process et des processus peut-être à mettre en place. On constate aussi que l'orientation est un processus complexe qui n'est pas uniquement, qui ne relève pas uniquement du seul champ de l'école, alors que souvent il est réduit au champ de l'école, hein, et ça c'est un peu compliqué. Les élèves sont des personnes avec leur histoire, leur parcours de vie, mais aussi leur complexité, et comment effectivement prendre en compte ça. Et ça c'est un des constats qui a été fait au niveau de l'orientation au niveau international. Beaucoup de pays ont dit qu'on avait du mal à pouvoir accompagner les jeunes dans leur totale personne, et que souvent l'orientation, en tout cas le process d'orientation, s'arrêtait souvent ou était enfermé dans l'écrin de l'école. Et puis, en fin de compte, on se rend compte qu'après 30 ans de travail sur l'orientation, on doit reconnaître que c'est un chantier qui est problématique, qui est complexe, et qui doit à la fois croiser effectivement des compétences disciplinaires, des compétences transversales, mais aussi les appétences de la personne, et puis qu'il y avait la possibilité aussi de croiser ça avec une dimension vocationnelle de l'orientation, dans une perspective de la formation intégrale de la personne. Donc l'idée, c'est de se dire qu'on n'est pas là uniquement pour accompagner les jeunes à faire le bon choix, mais c'est que pour faire le bon choix ou le choix qui serait le sien, c'est d'accompagner la personne pour être capable d'identifier en elle-même ce qui serait les origines de ce choix. Et donc, pour travailler cet aspect-là, ça nous renvoie quand même à une notion complexe, c'est celle de la vocation, et qui est à prendre en compte. Donc, ça nous amène à aborder l'orientation avec une vision plus complexe et se dire que croiser orientation et vocation, c'est se dire à un moment donné qu'on rentre dans un champ qui est celui de l'accompagnement, certes, d'un calendrier de l'orientation et des impératifs qu'on doit tenir,
mais surtout, c'est permettre à l'élève de se connaître et l'accompagner afin qu'il puisse rentrer dans une relation de confiance avec les prescripteurs d'orientation, avec les adultes et les membres de la communauté éducative, mais avec lui-même aussi, parce que le jeune n'est pas uniquement un dossier. Et lors d'une conférence, lors d'une session de travail de la commission orientation, on avait organisé une table ronde avec des jeunes qui sont venus parler de leur parcours, de leurs questions sur l'orientation, de leur regard critique sur l'orientation, mais aussi de leurs questions. Et à l'issue de cette table ronde, on avait posé des questions aux différents jeunes qui étaient présents, en leur donnant la parole, en disant, ben voilà, un peu, un temps de parole libre. Et Gabriel, un lycéen de terminale S, a fait cette remarque. Il nous disait, si j'ai une dernière remarque à faire, l'accompagnement doit permettre de connaître l'élève en vérité et d'établir une relation de confiance. Nous ne sommes pas simplement un dossier. Et quand on entend cette phrase-là, je me souviens que la réaction des personnes qui étaient à cette session, il y a eu quelque chose comme une prise de conscience que dans notre angoisse souvent dans l'établissement de répondre aux exigences des attendus de l'institution, on finit d'en oublier la personne. Et on finit par réduire l'orientation à des prises de décision, des fois dans l'urgence, et pas sur un travail du long terme, et pas sur un travail en profondeur. Alors je dis bien, je sais bien que dans nos réseaux, on a beaucoup d'établissements qui mènent à l'accompagnement sur l'orientation depuis un certain temps et qui s'investissent largement, mais c'est plutôt une remarque globale. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce jeune vient d'un établissement pourtant dans lequel il y a une politique d'accompagnement de l'orientation qui est assez innovante. Et on a l'impression qu'il est passé entre les mailles du filet. En tout cas, lui, il n'a pas eu l'impression d'être reconnu en tant que personne. Donc c'est toujours intéressant de prendre en compte ceci et de l'intégrer. Alors, quand on veut aborder orientation et vocation en école catholique, on se dit que c'est quand même le début d'un chantier. On est dans une période où on va innover, on essaye de trouver des solutions, où on commence à croiser ces termes et essayer d'identifier des éléments. Et c'est vrai que ces deux termes, ils sont polysémiques, puisque effectivement, orientation, ça vient d'Orient, hein, trouver la voie, aller vers l'Orient, savoir se guider, savoir s'orienter, savoir pouvoir identifier un parcours et pouvoir trouver sa place et trouver son chemin. Mais c'est aussi orienter, c'est aussi faire des choix, opérer des choix. Et pour opérer des choix, on sait bien qu'il y a la question du désir et quelque part identifier son propre désir. Et la question de la vocation, ça vient de vocare, effectivement, c'est savoir effectivement se sentir appelé. Et on a eu pendant très longtemps un peu des scrupules à croiser orientation et vocation, puisqu'on limitait la vocation souvent à la notion, à la dimension religieuse ou métaphysique, moins sur un retour sur soi et une connaissance. Et quand on commence à croiser ces deux questions, se pose une entrée qui semble assez éclairante, c'est la question de la place que l'on donne à la relecture au sein de l'orientation. Qu'est-ce qu'on a comme temps de relecture qui permettent aux jeunes de pouvoir relire son parcours, de savoir d'où il vient, qui il est, où est-ce qu'il va, alors qui il est en tant qu'élève, mais qui il est en tant que personne, où est-ce qu'il va vers là où il s'oriente, afin de pouvoir se définir au-delà d'une stratégie, en tout cas des potentialités, des choix, mais aussi une ouverture ou des ouvertures qu'il n'aurait pas pensé sans cette relecture. Donc là, on voit déjà qu'il y a des initiatives intéressantes qui se passent dans certains de nos établissements et de nos réseaux, des établissements qui ont travaillé sur justement un travail sur l'intériorité et qui ont intégré cette dimension d'intériorité. Donc là, on est bien sur une nouvelle approche de l'orientation qui n'est pas uniquement sur des questionnaires ou simplement sur connaître les filières des métiers ou connaître le monde professionnel pour pouvoir s'orienter, mais c'est à la fois, et je dis bien à la fois, connaître effectivement les filières, connaître les métiers, connaître le monde professionnel, connaître les parcours de formation, mais se connaître soi dans cette cartographie-là pour pouvoir s'orienter, identifier sa voie, ou alors à un moment donné prendre aussi la possibilité de se dire ces voies-là ne me conviennent pas, quelles seraient les autres voies que je pourrais inventer ou créer pour pouvoir m'y retrouver. J'ai participé à Avignon mi-novembre à un congrès de l'appel national, un appel départemental et académique d'Aix-en-Provence sur l'orientation. Il était intéressant de voir une jeune fille qui a participé à une table ronde qui, elle, à un moment donné, a dû, dans son parcours de formation, quitter l'école à la fin d'une première littéraire parce qu'elle ne s'y retrouvait plus. Elle avait l'impression de ne plus pouvoir être en adéquation avec elle-même en continuant, et elle était dans presque, non pas la phobie scolaire, mais un désinvestissement total de l'école. Et en acceptant cette situation-là, accompagnée par l'établissement et accompagnée par la famille, cette jeune fille est rentrée dans le monde professionnel,
a commencé à se construire un parcours et une réflexion. Elle est retournée aux études par la formation par la suite. Elle a fait une formation dans le stylisme et par la suite, elle a créé sa propre entreprise. Et ce chemin d'itinérance, quand elle relit son parcours, elle se dit que ce qu'elle a vécu à l'école en tant que chemin d'orientation et orientation qui lui était proposé, c'était surtout apprendre à se connaître elle-même et de savoir comment elle fonctionnait. Elle s'était rendue compte qu'elle était plutôt proche de l'alternance plutôt que de l'école et qu'elle avait besoin de ce temps-là et cette distance avec l'école pour pouvoir s'investir. Et c'est cette question-là de cette complexité de comment on peut donner aux jeunes la possibilité de se connaître afin de pouvoir naviguer le mieux ou explorer le mieux les potentialités d'un avenir qui est en train de se construire, en tout cas de pouvoir définir. Alors, dans cette question-là, quand on commence à croiser ces deux mots orientation et vocation, on rentre dans une réflexion qui est effectivement plus systémique et qui va largement dépasser le cadre scolaire et les cadres des textes officiels. Et on s'est proposé au sein de la commission orientation et en lien avec Joseph Hervaux, qui est responsable au sein du département éducation de la pastorale et qui travaille avec nous, de croiser les orientations qu'on a définies dans l'enseignement catholique autour de l'accompagnement à l'orientation et ce que le Pape François appelle les relations humaines fondamentales et essayer de voir comment effectivement ces quatre relations au monde et à soi, aux autres, à la planète et à Dieu, peuvent nous permettre de pouvoir aborder l'évaluation et peut-être de faire des propositions de stratégies et d'accompagnement qui peuvent différer de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Nous ne sommes pas encore aujourd'hui à livrer une seule façon de vivre justement cette orientation, hein, c'est plutôt réfléchir, et l'objectif de ce webinaire, ce n'est pas forcément vous apporter des solutions toutes prêtes ou des outils, c'est plutôt de voir un petit peu comment on peut revisiter nos pratiques de l'évaluation, de l'orientation, excusez-moi, c'est un lapsus révélateur, de l'orientation à la lumière de ces quatre relations et essayer de voir comment on pourrait ajuster ce que l'on propose pour pouvoir rentrer dans un accompagnement de la personne. Et l'image que j'ai choisie pour cette diapositive, qui est l'image de Matisse, nous montre bien l'épanouissement de l'individu et s'attacher à la personne aussi bien dans son être profond que dans son interaction avec le monde et le cosmos. Donc, partir de la relation à soi, c'est déjà se poser la question, ai-je de la valeur? Et beaucoup de nos jeunes qui sont en situation de penser l'orientation sont des fois incapables d'identifier leurs propres compétences disciplinaires, mais aussi, quelque part, la valeur qu'ils peuvent avoir en tant que personne. Comment ils s'inscrivent dans le monde et comment ils peuvent vivre dans ce monde-là. L'autre point, c'est la relation aux autres, hein, c'est les parents, les pères, les enseignants, hein, mais aussi comment le travail avec les autres et la relation aux autres me permet de me connaître moi-même et de mieux connaître les autres. Et puis la relation à la planète, c'est aussi dans quel monde je suis, dans la maison commune, dans les maisons communes, comment je peux naviguer, comment je peux trouver ma place au sein de ces maisons-là. Et l'idée, c'est de se dire que chaque être a une place dans ce monde. Et quelque part, même si on est dans le questionnement de l'orientation, dans l'errance, ou face aux réponses que nous apporte un élève dans l'ordre d'entretien qui dit « je ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas où j'en suis, d'ailleurs je n'ai rien envie de faire de particulier », plutôt d'être dans un questionnement qui peut être angoissant pour le jeune, plutôt de voir, essayer de travailler, mais qu'est-ce que tu auras envie d'apporter au monde? Quelle place tu pourrais trouver? Quels seraient les enjeux que toi tu peux avoir? Et qu'est-ce qui te nourrit en tant qu'individu? Et puis la question de la relation à Dieu, elle peut se passer même avec nos jeunes qui ne sont pas forcément dans une démarche de foi ou dans un accompagnement très clair ou très précis dans leur relation à Dieu, mais l'idée c'est de venir plutôt à la question du sens et peut-être aussi à des questions métaphysiques et d'accepter quelque part que la vie elle est un peu un mystère et qu'on n'a pas forcément immédiatement toutes les réponses. C'est de se dire au moment donné aussi pourquoi je suis là et qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. Et donc ces quatre relations-là, en les croisant avec l'orientation, on se rend compte qu'on va effectivement aborder un chemin différent de l'orientation et ne pas être sur la seule analyse des résultats scolaires, mais bien sûr croiser effectivement l'analyse de ces résultats scolaires avec l'accompagnement et la formation intégrale de la personne, et là où en est la personne, où là va la personne. C'est ça aussi cette question-là, c'est où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il a une seule façon de pouvoir dessiner un chemin? Il y a aussi la question des chemins de traverse. L'orientation, souvent, on est dans la recherche de l'équation la plus rapide ou la plus simple. Voilà, après la troisième, on peut faire ça, tu as le choix entre ça et ça. Après la seconde, on peut faire ça. Voilà, tu vas avoir des choix de spécialité. Après la première, tu vas choisir deux spécialités parmi trois. Et puis à la fin du baccalauréat, tu vas choisir une orientation qui va t'amener vers telle ou telle voie. Donc là, c'est une lecture qui est effectivement sur des chemins qui sont déjà
en tout cas commun pour un nombre de personnes. Et puis il y a des personnes qui ont besoin de temps, qui ont besoin de latence et qui, qu'en se connaissant, se disent à un moment donné, ben moi j'ai envie de me former intellectuellement, j'ai envie de prendre ce temps pour pouvoir me nourrir. Et donc je ne suis pas encore bien défini, mais j'aimerais bien effectivement faire des études où je vais apprendre. Je vois le cas d'une élève que j'accompagne actuellement en classe de terminale, qui me dit, je pourrais faire une classe préparatoire, elle est en terminale, elle, une classe préparatoire, je vois que mes résultats me le permettraient, mon rapport au travail me le permettrait, mais moi j'ai besoin de temps, je veux continuer à me former au niveau littéraire, au niveau philosophie et au niveau langue, mais j'ai envie de faire du théâtre, j'ai envie de découvrir plein de films, j'ai envie de faire un peu d'art, et elle s'est rendue compte, et on s'est rendu compte en l'accompagnant, que c'est quelqu'un qui a besoin effectivement, même si elle a peur d'aller à l'université, elle se tourne vers l'université pour un choix universitaire, parce qu'elle veut profiter d'une formation intellectuelle, mais aussi d'avoir du temps pour pouvoir faire aussi autre chose et ne pas consacrer tout son temps immédiatement à une classe préparatoire qui lui semble chronophage, en tout cas qui lui fait peur et qui est inhibiteur. C'est-à-dire qu'elle a appris à se connaître dans l'accompagnement qu'on a pu lui apporter. Au-delà de ses compétences disciplinaires, elle sait qu'elle a une appétence pour d'autres choses et ça l'amène peut-être à appréhender différemment son orientation par rapport à l'année dernière où elle commençait à se préparer la logique de rechercher des classes préparatoires. Donc on en est ici, j'ai choisi cette image un petit peu métaphorique, hein, du petit moine qui est face à l'éléphant et qui essaye de lui parler en lui lisant quelque chose et qui essaye de rentrer en contact. Et ben c'est peut-être ça la question de l'orientation qu'on croise avec la vocation, c'est de penser qu'on ne parle pas forcément la même langue, mais qu'on va essayer d'apprendre de se connaître et de se comprendre les uns et les autres. Et on aborde l'orientation, en fin de compte, quand on est sur ces 4 relations fondamentales, on essaye de se rendre compte qu'on est au sein d'un monde en perpétuelle mutation et qu'on doit apprendre perpétuellement la langue de l'orientation, de la formation. Et qu'il n'y a pas forcément une seule façon de voir l'orientation et qu'il n'y a pas forcément une seule façon de pouvoir organiser, planifier ou accompagner. Et on peut effectivement, dans un établissement, choisir de placer par une plateforme, par exemple comme Impala, ce qui est arrivé dans certains de nos établissements, ou Folios, et en même temps, en complémentarité, proposer des temps de relecture, des temps de pause, peut-être aussi, il y a des établissements qui proposent comme des séminaires à l'orientation, où les élèves vont avoir du temps pour pouvoir penser, rencontrer des enseignants, rencontrer des adultes, rencontrer des référents ou des prescripteurs d'orientation, rencontrer aussi des parents d'élèves qui viennent parler, qui viennent échanger avec eux sur des parcours de formation, et avoir le temps de se dessiner un parcours qui est en fonction de leur appétence et identifier leurs désirs, ou alors effectivement d'identifier ce pourquoi il ne serait pas fait, ou en tout cas il ne serait pas fait pour l'immédiat ou pour le moment. Et c'est vrai que ça demande, c'est pour ça que cette image elle est intéressante, c'est que ça demande un temps d'écoute, un temps d'observation, et comme la question qui m'était posée avant l'ouverture de ce webinaire, ben, ce temps du silence et peut-être ce temps de la relecture. Et c'est pas innocent que le jeune homme ait entre les mains un livre ou un cahier, c'est que dans les démarches de relecture, au sein du département éducation, on a travaillé en séminaire intercession autour d'un objet de relecture qu'on essaye de promouvoir et de travailler. On est encore en train de l'élaborer. Et se dire qu'à un moment donné, ben, peut-être qu'en proposant un outil de relecture, qui serait un cahier, où il y aurait une grande liberté, où il y aurait aussi une dimension de l'intimité, quelque chose qui serait non communicable, dans une époque où on met tout sur les réseaux sociaux, où on rend tout communicable, le fait qu'il y ait une écriture qui soit privée, individuelle, qui permette à l'élève de pouvoir écrire, voire se réécrire ou réécrire son parcours, ça peut être un moyen pour lui de relire son parcours de formation, mais aussi sa vie personnelle pour essayer d'identifier des compétences hors les murs, entre guillemets, des compétences qui sont au-delà du disciplinaire, et essayer de s'identifier en tant qu'individu et de voir quel rôle il entretient, quel rôle il joue et quel rapport il entretient avec le monde pour voir est-ce qu'il n'y aurait pas derrière ça un choix de vie professionnel, un choix de vie de formation qui pourrait répondre à cette attente-là. Mais si on ne prend pas ce temps d'identification, si on ne prend pas cette latence qui permet à la personne de mieux se connaître, ce qu'on fait, c'est que souvent on plaque sur du sable des choses qui vont risquer de ne pas tenir. Pour exemple, ces élèves assez brillants qui fonctionnent très très bien, qui sont bien dans le système scolaire, qui sont très performants, mais qui n'ont pas pris ce temps de latence et qui se retrouvent dans des formations, des études supérieures dans lesquelles ils ne se retrouvent plus, se perdent et décrochent personnellement et voire humainement
et se trouvent en situation de burn-out, alors soit scolaire ou soit burn-out personnel, et qui les amène à un décrochage qui n'est pas lié à leurs compétences, mais qui est lié au fait qu'il n'est pas identifié. Je vois le cas de certains élèves qui se trouvent dans des écoles, par exemple, d'ingénieurs, très difficiles à obtenir, qui sont très performants, et qui, au bout d'un certain temps, se rendent compte, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je fais là? Et je me souviens d'un élève qui racontait, à un moment donné, en allant en cours en 2e ou 3e année, il s'est rendu compte qu'il faisait mécaniquement quelque chose, qu'il avait rempli le contrat, une école qui était assez onéreuse, qu'il ne se sentait pas capable de dire à ses parents qu'il voulait arrêter ou faire autre chose, et il en arrivait dans un conflit interne entre je veux être un bon fils, donc je vais faire ce qu'on me demande, mais où est-ce que j'en suis? Voilà, où est-ce que je suis? Et le fait d'avoir eu c'est la possibilité de formuler ça à un moment donné avec un professeur qu'il avait dans cette école, de pouvoir réagir et réfléchir, il a pu réajuster parce qu'il s'est rendu compte qu'avec son école, après, il pourrait peut-être faire quelque chose qui serait en lien avec quelque chose qui le touchait très fortement, qui était la cause humanitaire. Et il s'est rendu compte que son école d'ingénieur, elle pouvait lui permettre de pouvoir redéfinir son projet. Alors, il aurait fallu une formation complémentaire et supplémentaire, mais ça lui a permis de pouvoir prendre ce temps. Voilà. Il a trouvé un interlocuteur qui a été capable de l'entendre à un moment donné. Voilà, c'est ça aussi. C'est quand on est trop souvent lié au fonctionnement institutionnel et dans ces contextes de réforme dans lesquels nous sommes bousculés par des textes qui arrivent au compte-gouttes, des informations qui arrivent au compte-gouttes, on risque de négliger cette part du relationnel et de l'humain et du vocationnel. Ça renvoie à quelque chose qui est quand même important, c'est la parole des jeunes. Comment on la prend en compte? Et lors de cette fameuse table ronde que j'évoquais tout à l'heure, c'est intéressant d'entendre certaines paroles que je vous aimais. Alors, je ne vais pas tous vous les lire, mais il y en a certaines qui m'accrochent encore quand je regarde cette diapositive. Il était dit à un moment donné, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait? Et une jeune a dit, il faut du temps pour rêver. Et effectivement, souvent, nous, dans l'immédiat, on veut être efficace, on veut leur trouver ce qui est le mieux pour eux. Donc, on va chercher ce qui semble le plus réel ou le plus conforme au réel que nous, on pense. Mais si on ne passe pas par cette phase de rêve, cette phase où on peut imaginer, même si ça nous semble démesuré à un moment donné, après, il est peut-être possible de penser, de rêver réel par la suite. Mais si on ne rêve pas dans l'absolu au début, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu aurais envie? Qu'est-ce que tu verrais se dessiner? Où est-ce que ça s'ancre? Et pourquoi? Voilà. Et puis, quand on est dans ces démarches-là, on se rend compte, des jeunes peuvent dire, tiens, j'ai vu, moi, mon grand-père me racontait telle chose. Voilà. Cette question-là du rêve, elle semble essentielle et souvent on la met de côté par souci d'efficacité et on en oublie à un moment donné que le rêve, il peut ouvrir des possibles à un moment donné, même si on revoit ce rêve à sa juste mesure du principe de réalité. Un élève qui vous dit absolument, je voudrais être dans l'association médecins du monde, donc je veux faire médecine pour aller soigner les enfants qui sont victimes des mines interpersonnelles parce que c'est épouvantable. Voilà. Cet enfant, il vous parle, il est actuellement en classe de seconde, il est en difficulté au niveau du pôle sciences. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'accompagner et pour réfléchir? Est-ce que c'est vraiment soigner qui l'intéresse? Est-ce que c'est vraiment être au niveau de l'international, être au niveau de l'humanitaire? Redéfinir les choses, questionner aussi cette question dans le rêve, questionner ce rêve, ça permet à un moment donné de dégager peut-être des perspectives qu'on n'aurait pas pensé à un moment donné. Mais effectivement, sur la question de la vocation, si on ne passe pas par le rêve, on oublie la vocation. Et on est tout de suite sur la question de l'orientation qui va être s'inscrire dans le réel et dans des plannings. Et là, on risque de, enfin, dans des plannings, en tout cas dans des agendas ou des calendriers, et on ne fait plus attention à l'élève. Nier la part de rêve qui est en chacun, c'est peut-être aussi nier une partie de la personne. Une autre phrase qui m'accroche encore ce soir, là, c'est faire attention à ce dont l'élève a envie plutôt de ce dont il est capable. C'est une autre façon de formuler cette question du rêve. Prendre en compte cette question du désir, c'est aussi peut-être voir derrière ce désir, est-ce qu'il y a assez de volonté pour dépasser certains obstacles? Ou est-ce qu'il n'y a pas encore assez de volonté? Ou est-ce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on ait des tuteurs ou qu'on prenne des béquilles pour pouvoir atteindre cet objectif? Voilà. Et ce n'est pas impossible, en l'occurrence, je pense à certains élèves à besoins éducatifs particuliers qui, des fois, effectivement, ont des envies et leur handicap en apparence pourrait leur empêcher d'atteindre cette envie. Et c'est intéressant de voir comment on peut accompagner ces besoins éducatifs-là pour pouvoir rendre possible quelque chose qui ne l'apparaît pas possible au départ. Voilà. Et c'est explorer, par exemple savoir qu'on peut, au niveau des études supérieures, bénéficier d'accompagnement, bénéficier aussi, comme on a eu au collège ou au lycée, de certains aménagements, c'est savoir aussi accompagner ces envies-là. Mais ce n'est pas que pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, c'est aussi pour tout individu qui, à un moment donné, doit faire
face à un principe, je me connais, j'ai ce désir-là, mais il me manque telle compétence. Qu'est-ce que je peux mettre en place comme stratégie pour pouvoir acquérir ces compétences ou les développer pour pouvoir peut-être ouvrir une voie que je n'aurais pas pu ouvrir à un moment donné. Est-ce qu'il est encore assez tôt pour le faire ou est-ce qu'il est trop tard? Ou qu'est-ce que je peux faire de complémentaire ou par quelle voie je vais passer ou comment je peux contourner à un moment donné les choses pour essayer d'arriver là où je ne serais pas allé initialement. L'idée aussi qui me semble intéressante dans ce qui est dit par les jeunes, pour accompagner l'orientation, il faut connaître l'élève en vérité et la question de la relation de confiance. Et c'est vrai que souvent ce que les jeunes nous disent à un moment donné quand on fait les bilans sur l'orientation, quand il y a les entretiens, beaucoup de jeunes disent à un moment donné, j'ai fait des rendez-vous de coaching où on m'a fait des tests, où on m'a dit que je correspondais à telle chose ou à telle chose. Et la personne dit en même temps, mais la personne ne me connaît pas. Je ne me suis pas senti reconnu. On m'a dit, c'est là-dedans que tu devrais travailler, tu es fait pour le relationnel parce que tu as un bon relationnel. Ça n'a pas d'ancrage chez les jeunes qui, à un moment donné, lui se dit, bah, peut-être que je suis bon sur le relationnel, mais en réalité, on n'a pas creusé, moi j'ai peur des autres. J'ai appris à être bon dans le relationnel parce que j'avais tellement peur des autres que j'ai appris à fonctionner avec les autres, mais ça me pèse et c'est difficile pour moi. Donc là, des moments, on peut commettre des erreurs justement sur cet aspect-là, si on n'est pas dans cette question de la confiance. Et puis, l'autre question, souvent les élèves, ils ont l'impression d'être réduits au dossier scolaire, et ils ne sont pas qu'un dossier scolaire, et ils sont bien une personne. Et ils sont des personnes en interaction les uns avec les autres, et on apprend autant d'eux qu'eux, ils peuvent apprendre de nous. Et si on n'a pas cet intérêt sur la personne, justement, la question de croiser orientation et vocation, ça nous permet de faire un retour sur la personne et d'essayer de dépasser cet oubli. Alors, en préparant ce webinaire, je suis retombé par hasard, par tout à fait hasard, ce petit texte, un tout petit texte, hein, parce que là, vous voyez, c'est tout petit, de Simone Veil qu'elle a écrit, qui s'appelle La personne et le sacré. Et dans cet ouvrage très court, elle revient sur la question de la personne qui, à un moment donné, a pu être mis comme étant un absolu sacré, inaccessible, et elle va déstructurer, démonter ce concept pour essayer de faire apparaître justement à la fois la fragilité qu'il peut y avoir dans la construction de la personne, mais aussi toute la richesse qu'il peut y avoir. Et en relisant cet ouvrage et en préparant ce webinaire, je suis retombé sur une petite phrase qui me semble très riche et qui me semble être une clé pour repenser l'orientation et la croiser, ne pas nous enfermer dans les seuls textes officiels de l'éducation nationale, et ça nous amène aussi à revenir à notre caractère propre. En allant au fond de nous-mêmes, nous découvrons ce que nous avons exactement, ce que nous désirons. Et cette phrase, elle nous montre bien que par cette introspection, cette question de relecture, et Simone Veil, elle nous invite à ça, hein, c'est pour découvrir la personne que je suis, je ne peux pas faire l'économie d'un retour sur moi, et je ne peux pas faire l'économie d'une relecture de qui je suis. Et sans concession, même des fois avec une lucidité qui peut être un peu complexe et difficile. Et ça, c'est pas quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose de spontané. Certains de nos jeunes qu'on accompagne, qui ont la chance de faire partie de certaines associations ou de certains parcours, ou qui eux-mêmes ont eu besoin à un moment donné d'un retour sur eux-mêmes, sont plus enclins à le faire. Mais beaucoup sont plutôt à se projeter dans l'avant, à être dans le relationnel, l'interpassionnel, être hors de soi. Et cette question de l'accompagnement, l'intériorité, à l'intériorité, est une approche très riche, mais aussi qui peut faire peur au corps enseignant et qui peut faire peur aux prescripteurs d'orientation, puisqu'il faut face à eux des adultes qui eux-mêmes ont fait ce parcours-là, et se sont questionnés du parcours qu'ils peuvent avoir, mais de qui ils sont et de ce qu'ils désirent eux-mêmes. Qu'est-ce qui a fait que je sois enseignant aujourd'hui, ou personnel de la vie scolaire, ou éducateur, ou parent d'élèves qui intervient au niveau de l'orientation d'un établissement? Qu'est-ce qui fait que je fais ça? Qu'est-ce que j'ai comme attention à l'autre pour pouvoir le faire? Et là, on est bien dans cette approche-là qui est assez complexe, et ces outils de relecture à penser. Alors, ça peut passer par des temps d'ouverture vers l'introspection. Alors, c'est pas confondre avec la psychanalyse ni la psychologie, on n'est pas là pour ça, mais c'est plutôt apprendre à se connaître et apprendre à essayer d'identifier. Et par un questionnement, ces fameux entretiens d'explicitation qu'on a autour de l'orientation, ne pas les réduire, par exemple, à la seule fiche navette, hein, ou à la seule fiche qu'on doit remplir pour le conseil de classe. C'est prendre ce temps de se rencontrer, de rencontrer l'élève qu'on accompagne, ou les élèves, ou le petit groupe d'élèves qu'on accompagne, parce que certains de nos établissements fonctionnent avec des petits groupes, créer des interactions, et être justement sur des questionnements. Et la logique du questionnement qu'on peut avoir, hein, d'accord, tu me dis ça, mais ça veut dire quoi?
Pourquoi tu souhaites ça? Ça vient d'où cette envie-là? Cette envie-là, et pourquoi et tu penses que ça, c'est pas possible pour quelle raison? Voilà, et ces questionnements-là, ces questions-là, elles amènent à un moment donné à déplacer le curseur et la lecture qu'on peut avoir et d'avoir un retour sur soi. Et ça peut à un moment donné être intéressant de faire écrire les jeunes sur justement d'où je viens, qu'est-ce qu'il est, cette envie-là, elle vient d'où, sur quoi je l'ancre, quelle est cette découverte que j'ai pu faire à un moment donné, ces fameux rapports d'étonnement. Tu es allé dans un salon d'orientation, mais rédige un rapport d'étonnement plutôt que de faire simplement un compte-rendu de la doc que tu as pu avoir. Vous avez écouté quelqu'un, par exemple, qui est venu témoigner de son investissement au niveau de l'éducatif, au niveau humanitaire. Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous? Voilà. Et dans cette approche-là, ce que je trouve très beau dans ce que dit Simone Veil, et moi ce qui m'avait fortement touché quand j'ai préparé ce webinaire, c'est cette petite phrase: l'attention est la forme la plus rare et la plus pure de la générosité. Et ça, effectivement, quand on croise orientation et vocation, ça amène les prescripteurs de l'orientation, mais les enseignants et les équipes éducatives, à être dans une vraie attention à l'autre, non pas dans ce qu'elle est uniquement comme personne ou l'élève, mais justement l'élève et la personne, et c'est quelque part quelque chose, un don. On offre à l'élève la possibilité de pouvoir entrer dans une relation avec les adultes où on a un échange et on n'est pas uniquement dans la recherche de réponses, mais qu'on est aussi dans un moment donné dans la recherche de questions qui va permettre de trouver des réponses ou alors plutôt d'inventer aussi des réponses à un moment donné. Pourquoi se focaliser uniquement sur des parcours qu'on appelle les parcours d'excellence et de se dire qu'à un moment donné, se dessiner un parcours, ça peut être aussi à un moment donné prendre l'école un peu buissonnière, ça peut être à un moment donné, plutôt que de prendre l'autoroute tout le temps. Voilà. Il y a la nationale qui existe, il y a la départementale et il y a même les chemins vicinaux qui peuvent exister à un moment donné. Alors qu'on est toujours sur la question de l'autoroute, ou alors la voie ferrée, ou alors l'avion pour aller plus vite, hein, mais on est toujours sur ces logiques-là. En tout cas, c'est celle que l'on donne à voir massivement. Et ça peut arriver dans nos réseaux et dans nos établissements, qu'à un moment donné, un élève qui fonctionne très très bien au niveau du lycée, je me souviens du cas d'un élève assez excellent qui décide à la fin d'un bac de faire un IUT plutôt que de rentrer dans une grande école, bac scientifique. Et bien, j'ai été étonné de voir presque l'acharnement qu'il a pu subir pour qu'il puisse rentrer dans une école, parce que tout le monde le voyait dans cette école. Et cet élève, il voulait faire un IUT, parce qu'il voulait faire des études courtes, pour s'investir très très vite, et après, il voulait faire le tour du monde. Voilà. Et il avait pensé son plan de formation. Ça correspondait à un désir très profond, qui était ancré chez lui profondément. Mais si on n'avait pas écouté, et s'il n'avait pas été capable, par un travail justement d'intériorité, de pouvoir défendre son projet, eh ben, il aurait mal vécu les choses. Voilà. Alors que là, il l'a bien vécu, lui, parce qu'il était soutenu par sa famille, comme il avait réussi à convaincre sa famille, il était fin négociateur, hein, il avait réussi à avancer les choses. Mais c'est ça, et je trouve que dans cette formule sur la question l'attention à l'autre, ça montre déjà que quand les questions qui m'étaient posées de comment on peut faire pour faire que les enseignants se sentent responsables de l'orientation, ben c'est peut-être avoir un temps en équipe justement sur reposer les questions du qu'est-ce que c'est qu'orienter les élèves. Et si on ne le pose pas, et si on ne prend pas ce temps-là en équipe, plutôt que de faire une formation à l'orientation, mais si on faisait plutôt une formation au discernement à ce qu'est l'orientation et quels sont les attendus de l'orientation pour nous, enseignants dans l'enseignement catholique, eh bien, ça veut dire quoi? Voilà. Quel est notre caractère propre par rapport à cette orientation? Est-ce que c'est uniquement répondre aux attendus, aux exigences institutionnelles, hein, ou ministérielles, ou est-ce que c'est effectivement accompagner nos jeunes pour qu'ils soient des hommes et des femmes heureux et heureuses d'exister au sein du monde? Et ça peut être à un moment donné le choix, pour certains, de carrière exemplaire, hein, ou de formation assez prestigieuse, et puis d'autres de dire à un moment donné, moi j'ai pas envie de ça, je veux autre chose, et bien l'accompagner, hein, dans cette réalité-là. Ça nous amène à aborder peut-être et accepter quelque part que croiser orientation et vocation, ben c'est accepter peut-être que ce soit utopique et de vivre vraiment une utopie. Hein. C'est de se dire à un moment donné, prendre en compte chacun dans la totalité de sa personne, dans ce qu'il est, aussi bien dans ses limites que dans sa potentialité. Et trop souvent, il faut être honnête, hein, l'orientation, elle est vue avec les limites. Quand un jeune commence à réfléchir sur la question de l'orientation, souvent il entend comme réponse, moi je me rappelle de jeunes qui disaient à un moment donné, on m'a dit que je ne pourrais pas faire ça. Ou alors quand j'ai rempli tel ou tel, je suis allé sur telle ou telle plateforme, j'ai rempli tel ou tel test, on m'a dit que je ne correspondais pas à. Voilà. Et alors peut-être que l'outil peut être intéressant, hein, le test ou l'élément, hein, mais c'est comment on le débriefe, comment on le travaille et comment on accompagne la réception de cet outil. Qu'est-ce qu'il nous pose comme question? Le fait qu'on t'ait dit ça, qu'est-ce que ça te dit à toi?
Voilà. Et on voit bien ici que ça pose réellement la question de l'accompagnement, hein, plus fortement que les outils qui soient proposés, c'est quelle posture les personnes qui accompagnent, qu'ils soient éducateurs, enseignants ou parents, quelle posture ils ont et quelle écoute ils ont de ce que la personne est en face d'eux. Voilà. Et ça nous amène à croiser la question de l'orientation avec le document du CNEC qui est sorti, qui a été voté en juillet, qui nous amène à, et qui est dans la logique du réenchantement de l'école, qui nous amène à croiser effectivement le réenchantement et des entrées pour pouvoir essayer de faire de l'école un lieu de réalisation de l'individu. Et une des entrées, en tout cas, un des engagements de l'enseignement catholique, c'est de sortir de l'explicite en étant dans l'explicitation. Et il me semble que lorsqu'on croise orientation et vocation, on est bien dans cette logique-là, c'est d'essayer de rendre lisible les possibles, d'expliciter les choses et d'éviter d'être dans l'enfermement de ce qu'on peut avoir des filières ou des seules orientations dites prestigieuses. Quand on parle d'orientation, par exemple, actuellement, le débat qui revient souvent sur le choix des spécialités, c'est de dire, oui, mais alors quelles seraient les spécialités pour pouvoir aller en CPGE? Ou quelles seraient les spécialités à choisir pour à la suite aller en Sciences Po? Est-ce que c'est uniquement la seule question essentielle sur le choix de la spécialité? Alors que dans l'idée du choix des spécialités, c'était de se dire de travailler sur la pédagogie du choix. Comment on forme nos jeunes à choisir ces 3 spécialités en classe de seconde et en première à ne pas abandonner une des spécialités sur 3, mais rentrer plutôt dans une logique du choix de 2 spécialités sur 3. Voilà. Et l'idée, c'est de se dire comment on explicite ça, comment on le rend lisible. Un élève peut peut-être, par exemple, faire une triplette qui peut paraître étonnante à un moment donné en seconde, mais à quoi elle correspond? Si elle est vraiment liée à un désir profond, est-ce qu'il remet en cause réellement la suite de son parcours de formation? On sait bien que certains de nos élèves ont été capables de pouvoir avoir un parcours qui n'était pas un parcours exemplaire. Moi, j'ai bien vu des élèves de STMG ou des élèves en filière L réussir des entrées à l'école d'infirmière, par exemple, et d'infirmiers. Voilà, ils ont réussi à le faire parce qu'ils étaient tellement motivés, leur choix était tellement identifié qu'ils ont travaillé, ils ont comblé les manques qu'ils pouvaient avoir, les lacunes qu'ils pouvaient avoir par leur formation pour pouvoir atteindre leur objectif. Voilà. Mais si on n'est pas dans cette explicitation, quand on n'est pas dans ce dialogue, et il me semble quand même que les entretiens d'explicitation sont essentiels, alors vous me direz, et j'imagine c'est ce qui doit la réaction, oui mais ça prend beaucoup de temps. Est-ce qu'on a le temps? Voilà. Alors la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut réellement? Qu'est-ce qu'on veut réellement? Est-ce qu'on veut effectivement gagner du temps? Ou est-ce qu'on veut accompagner nos jeunes afin qu'ils puissent, eux, s'inscrire dans le temps et habiter ce temps? Voilà. Alors, ça paraît un peu réflexion philosophique un peu large et grandiloquente, mais c'est quand même essentiel. Ces entretiens d'explicitation, moi je me souviens quand même avoir enseigné, accompagné des process de formation à l'orientation, et les enseignants qui commençaient les entretiens d'explicitation en classe de seconde étaient étonnés de la part de la réaction des jeunes qui disaient à un moment donné en bilan, mais c'est la première fois qu'on me pose des questions de qu'est-ce que tu veux ou de quoi tu aurais besoin pour réussir. Donc voilà, c'est quand même des choses qui sont quand même assez interrogeantes. Est-ce qu'on prend assez le temps d'expliciter, de rendre clair les choses? Et puis alors, d'en rendre clair et lisible les choses, c'est aussi rendre lisible les parcours de formation. On ne donne à lire à nos jeunes élèves souvent que certains parcours de formation. Le salon Excellence Pro qui va avoir lieu qui va avoir lieu en mars, essaye de valoriser la voie professionnelle et va rendre compte de la réalité de la voie professionnelle, il faut reconnaître qu'on a une vraie méconnaissance. Et là, c'est peut-être un des chemins d'explicitation qu'on aurait à avoir. Comment on peut accompagner la vocation des individus si on ne connaît pas les formations qui se font ou la réalité de ce qu'est la voie professionnelle aujourd'hui? Autre point que nous invite le document du CNEC, c'est le décloisonnement. Sortir du cloisonnement, qui serait un engagement. L'école catholique s'engage à sortir du cloisonnement. Et bien justement, cette question de croiser orientation et vocation, c'est effectivement sortir du cloisonnement. Arrêter de penser qu'il y a les élèves et les enseignants, les parents, la vie scolaire et la vie éducative. On est bien en interaction, on forme une alliance éducative et une communauté éducative, mais on est une alliance éducative autour des jeunes et pour les jeunes. Et c'est bien ça, c'est sortir de ce cloisonnement, penser que l'orientation, vocations peuvent se croiser et peuvent se penser ensemble, ça invite à revisiter aussi beaucoup plus largement la façon qu'on a d'enseigner.
comment on se met nous-mêmes comme figure inspirante. Alors, figure inspirante, ça veut forcément dire que tous les élèves vont devoir devenir des enseignants par la suite. Ceci dit, on a besoin quand même d'enseignants et on n'a plus assez, donc ce serait peut-être bien qu'on fasse naître un peu ces vocations-là d'enseignants. Hein, ça peut paraître une petite boutade, mais c'est quand même réel. Hein. Quelle image on donne à voir d'adultes inspirants, hein, qui sont en cohérence, effectivement, avec ces quatre relations qu'on a évoquées précédemment. Voilà. Autre point qui semble intéressant aussi, c'est ce décloisonnement, c'est sortir de l'isolement. Travailler en équipe et en réseau, ça c'est une solution. Effectivement, trop souvent, l'orientation incombe aux professeurs principaux, au collège et au lycée. Et trop souvent, l'orientation, même la connaissance des métiers, n'est pas forcément pensée, même en école primaire, la découverte des métiers. Hein. Découvrir le métier de ses parents, par exemple, c'est quand même assez questionnant de voir que beaucoup de jeunes, quand on leur pose la question du travail que font leurs parents, si ce n'est pas un métier qu'ils voient, eh bien, ils sont des fois incapables. Mon père ou ma mère, il travaille à la banque, mais je ne sais pas exactement ce qu'il fait. Voilà. Et c'est une réponse de quelqu'un qui a 16 ou 17 ans aujourd'hui. Voilà. Donc, quand on n'a pas connaissance du métier de nos proches, ben déjà, ça veut dire qu'on ne sait pas trop. Et donc, ce travail en équipe et en réseau, ça nous amène effectivement à sortir aussi peut-être de l'isolement et à faire que le travail d'orientation n'incombe pas aux seuls professeurs principaux ou aux seuls responsables de niveau ou aux parents d'élèves qui interviennent au sein d'un centre d'information et communication au niveau de l'orientation, hein, mais qu'on soit bien sur un travail ensemble autour de l'orientation. Toute personne travaillant au sein d'un établissement peut être prescripteur d'orientation, peut être un relais. Ça peut dire qu'à un moment donné, ces entretiens que j'évoquais tout à l'heure peuvent être faits autrement que par les seuls professeurs principaux, mais aussi les autres éducateurs de l'équipe éducative ou pédagogique. L'idée aussi, c'est de repenser notre accompagnement. Est-ce qu'on accompagne réellement nos jeunes ou est-ce qu'on les conditionne? Ça, c'est une question. Voilà. Ou est-ce qu'effectivement, on ne propose pas les seuls parcours de formation que l'établissement connaît ou valorise? Et puis accepter aussi, là, le document et l'image que j'ai choisi, hein, accepter peut-être qu'on ait une errance et à un moment donné, penser aussi aux passerelles. On ne pense pas assez aux passerelles et aux possibilités. Dire à un élève, tiens, on pourrait peut-être faire ça, tu pourrais peut-être faire ça, pour pouvoir faire ça par la suite. Voilà. Comment c'est possible de pouvoir passer d'un lieu à l'autre dans un parcours de formation? Et c'est aussi jouer là sur l'adaptabilité que devra poursuivre le jeune tout au long de sa formation. L'autre question aussi, c'est la révélation des talents sur conjuguer orientation et vocation. Alors, beaucoup de mes établissements sont dans une logique de valorisation des talents. On sait très bien qu'il y a des foires aux talents, qu'il y a des questions de talents, mais l'origine et la question de ces valorisations des talents, comment on peut la mettre en lien avec la question de l'orientation et que ce ne soit pas quelque chose qui se passe à côté. Il me semble quand même qu'il est important que le jeune puisse avoir la possibilité, alors qu'il ait un portfolio, ce serait extraordinaire, hein, mais qu'il ait la possibilité d'avoir une trace, ou en tout cas la connaissance de ses propres talents scolaires, disciplinaires, mais aussi autres, qui sont liés aux compétences psychosociales, mais aussi à sa personne, comment elle se manifeste et comment effectivement ça peut être quelque chose qui peut apporter de la création, qui peut apporter quelque chose à la création, à la maison commune, mais aussi aux autres, aux personnes. Et ça, quand on n'est que sur la réussite scolaire ou que sur les résultats scolaires, on gomme, vous avez des flèches au-dessus de la tête de cette jeune femme, hein, sur le choix et sur se connaître, eh ben on en oublie ces aspects-là et on va être que sur la recherche du résultat et non pas sur la recherche du chemin parcouru pour arriver au résultat. Et dans ce chemin-là, je peux avoir des compétences qui sont hors scolaires ou des talents que j'ai développés en dehors de l'école. Ça nous amène à nous poser la question, forcément, de croiser orientation et formation intégrale de la personne. Beaucoup de nos projets d'établissement rédigés évoquent ces aspects-là, mais ça veut dire qu'on va prendre en compte la personne dans la totalité de ses dimensions. La dimension intellectuelle, physique, morale, affective, sexuelle, sociale, spirituelle, pour former la personne à la liberté et au choix. Si on enferme la personne que dans le cérébral, que dans la recherche de résultats scolaires ou que dans une démarche intellectuelle, on en oublie le rapport au corps, on en oublie le rapport à l'identité individuelle, à l'émotion et au rapport au social et à l'autre. Et on risque de faire que la personne s'enferme sur son propre fonctionnement et ne soit pas en adéquation avec les autres et n'arrive pas à faire un choix de formation qui lui permet de trouver sa place dans le monde. Tout ça, ça nous amène, cette image, elle est symbolique, hein, de la croissance. L'idée, c'est, si on permet l'apprentissage d'un temps de relecture personnelle de chacun, de l'expérience dans les parcours de formation et d'accompagnement à l'orientation, dès le plus jeune âge, on arrive à mettre en lumière
ce que chacun ou chaque individu peut amener à la communauté humaine. Et trop souvent, nos jeunes ont une image souvent négative d'eux-mêmes ou abîmée par le système scolaire ou par les résultats, ou alors enfermés dans les seuls résultats. C'est pas parce que j'ai une super moyenne que je suis un être humain bien intégré et en relation avec les autres. Je peux avoir une super moyenne, mais il peut y avoir. C'est peut-être possible. Et c'est pas parce que j'ai des mauvais résultats que pour autant je n'ai pas forcément de bonnes relations avec les autres. Comment on peut valoriser ça et comment on peut construire quelque chose de commun et comment on peut arriver? L'idée, c'est effectivement de se dire que l'école catholique, elle peut témoigner de ça. On voit des initiatives, mais on a encore beaucoup de choses à explorer. Et effectivement, chaque établissement doit trouver des actes éducatifs pour pouvoir rentrer dans cette logique-là d'accompagnement, de croisement d'orientation et vocation. Et puis, on le fait par vocation, ça. Et j'ai pris cette petite image de Paul Valéry, enfin de la phrase de Paul Valéry, la meilleure façon de réaliser ses rêves est de se réveiller. Et peut-être que là, on devrait effectivement c'est une invitation à se réveiller, à relire nos pratiques d'accompagnement. Et peut-être que la réforme, dans la réforme du lycée, elle nous invite à ça. Et la réforme du collège nous a déjà invités à ça, à réinvestir, à relire nos parcours d'accompagnement à l'orientation afin de faire de nouvelles propositions. Comment demander aux jeunes de relire leur parcours si nous-mêmes ne relisons pas nos pratiques? Et ça nous amène à la conclusion de ce webinaire. C'est l'idée, c'est de se dire en fin de compte que accompagner et de croiser orientation et vocation, c'est effectivement une utopie. Mais comment on peut rendre utopique cette réalité? C'est de la vivre, et de la vivre maintenant, aujourd'hui, c'est rendre réelle pour demain. Et peut-être que plus tard, orientation et vocation seront tellement intriquées qu'on pourrait inventer un mot valise qui pourrait répondre à cette dynamique. Donc maintenant, il nous reste un petit quart d'heure. On peut se prendre un temps de réponse et de questions, d'échanges, bien sûr, via le temps qui peut arriver. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oui, alors. Donc, il n'y a pas de questions. À part celle que j'ai eue. Alors, donc il y a eu un bug, donc ce qui fait que, excusez-moi, ça fait un petit peu, on essaye de se raccrocher. Il y a eu, il y a eu un problème technique, donc la formulation des questions n'a pas pu se faire immédiatement. Il y avait une des questions qui était quand même, comment penser l'orientation dans la nouvelle réforme du lycée? Il me semble, on a fait un webinaire il n'y a pas si longtemps que ça sur la question du conseil de classe. Il est vrai qu'actuellement, la réforme du lycée, elle vient de plein fouet re-questionner la question de l'orientation. Et elle a d'ailleurs très fortement amené les établissements à revisiter leurs pratiques d'évaluation en classe de seconde l'année dernière. Par exemple, avant, on savait qu'on devait choisir des filières, et là, le fait de choisir les spécialités, ça amenait des postures différentes. Et l'idée, c'était quand même d'essayer de respecter le choix des élèves. Et on s'est rendu compte, grâce à une enquête qu'on a fait dans nos établissements, qu'on a massivement dans l'enseignement catholique fait le choix de respecter le choix des élèves. Et là, c'était déjà effectivement un changement de posture, renouer avec une approche et une pédagogie, une formation au choix, c'est revisiter nos pratiques. Alors, je ne veux pas dire qu'avant, on ne le faisait pas, hein, mais c'est vrai que l'éducation au choix, c'est quelque chose qui semble ancien. Et c'est une terminologie qui revient. D'ailleurs, l'appel national a fait, il n'y a pas si longtemps que ça, un petit déjeuner à l'Assemblée nationale sur cette question de la pédagogie au choix. C'est qu'effectivement, le fait de donner la possibilité aux lycéens de choisir leur spécialité, de choisir l'année prochaine, bientôt là rapidement, au deuxième trimestre, 2 spécialités parmi 3, ça nous amène à questionner. Et ce qui est intéressant ici, c'est peut-être que dans la place de la réforme du lycée, c'est apprendre à questionner nos jeunes pour pouvoir les accompagner dans un questionnement qu'eux-mêmes devront avoir. Et on voit que certaines des plateformes qui sont proposées sur cette approche-là aident à un moment donné à sortir de ces prescriptions souvent qu'on peut avoir et non pas de rentrer dans le questionnement. L'idée, alors là, une autre question qui était venue, c'était comment créer une vraie dynamique dans les établissements. C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, hein. Il me semble qu'actuellement, on a le même problème avec la question de l'évaluation, hein. Le contrôle continu nous invite à nous interroger sur la question de l'évaluation. Et bien, on pourrait dire que la réforme du lycée, comme elle l'a fait au niveau du collège, nous amène à re-questionner nos pratiques d'accompagnement à l'orientation. Et si on ne fait pas ce travail-là en équipe au sein d'un établissement, de questionner nos pratiques d'évaluation, ça risque de bugger à un moment donné et on risque d'être dans l'adaptation du meilleur outil possible imaginable pour pouvoir accompagner nos jeunes et pas assez dans une logique de réel accompagnement.
Je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Alors, je prends les questions. Alors, il y a une question qui est assez, que je trouve assez géniale. Là. Comment partager nos pratiques de terrain? Mais là, c'est la question qu'on a. C'est une question que vous me posez qui est que là, c'est le questionnement, on parlait du questionnement, c'est un des gros problèmes qu'on a dans nos réseaux et qu'on a globalement dans l'éducation dans l'éducation nationale française, hein, c'est qu'on a beaucoup de mal quand une initiative ne descend pas du ministère ou ne semble pas une injonction, c'est difficile de la partager. Et quand on commence à faire un travail de repérage sur les pratiques d'évaluation, on se rend compte de la richesse qu'il peut y avoir dans nos établissements. Alors, c'est vrai qu'en circulant, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'initiatives sur l'orientation et beaucoup de façons différentes de pouvoir accompagner les élèves, de travailler en équipe, même de concevoir des parcours de formation et d'orientation. Et c'est vrai que ça, souvent, c'est ancré dans un terrain. Alors, déjà, premièrement, ce qui pourrait être intéressant, c'est au sein d'un diocèse, essayer de voir si, au niveau du diocèse, il existe, au sein de la direction de Cézanne, une commission d'orientation, rentrer en contact avec le chargé de mission, essayer de faire connaître votre initiative, mais ça peut être aussi à un moment donné communiquer via le site du secrétaire général ou alors le site d'ailleurs de la direction de Cézanne, essayer de rentrer en contact avec quelqu'un, communiquer vos initiatives, et essayer de les faire valoriser ou en tout cas de les communiquer via les réseaux et via cette possibilité. Alors, je n'ai pas de réponse évidente, mais ça peut être à un moment donné, essayer de voir comment au niveau d'un diocèse, l'équipe d'orientation diocésaine, qui est composée de différents acteurs de l'enseignement catholique, peut essayer de recenser ces pratiques et peut-être à un moment donné créer un forum ou un lieu de travail ou d'échange à des pratiques d'orientation. On fait souvent des forums, du métier ou des métiers. On peut peut-être créer au niveau d'un territoire ou dans un réseau d'établissements un forum des pratiques d'orientation. Ça pourrait être une idée. Voilà, c'est juste une idée qui me semble, qui pourrait me venir à l'esprit. L'autre question qui est venue, c'est de sortir de l'isolement en lien avec les parents bénévoles de l'ICF. Alors, effectivement, il est souvent, ce qu'on remarque quand même dans les pratiques d'orientation, quand on évalue les pratiques d'orientation, les diagnostics, les quelques fois où j'ai été amené à travailler dans des établissements, des réseaux pour analyser ça, je me suis rendu compte que souvent, on additionne des pratiques d'orientation qui sont collées les unes après les autres. Il y a les interventions des enseignants, il y a les interventions des équipes éducatives, il y a les interventions des parents d'élèves, il y a les interventions des fois de partenaires d'extérieur, et puis il y a aussi des interventions individuelles choisies par les familles pour aller vers des prestataires qui peuvent accompagner. On voit une explosion des cabinets conseils pour l'orientation auprès des jeunes, hein, qui sont assez onéreux. L'idée, c'est comment créer ce lien. Et ben, je pense que la première question qu'il y avait avant, qui était de comment partager nos pratiques, s'il n'y a pas ces temps de rencontre, si on ne provoque pas dans un établissement, il me semble par exemple que les parents d'élèves, à un moment donné, pourraient proposer un temps de réflexion et d'animer avec les compétences qu'il peut y avoir au niveau des pratiques de l'orientation et l'accompagnement à l'orientation. Il y a l'expertise nécessaire, et je dirais les services ICF qui existent sur les académies, qui existent sur les territoires, peuvent être à un moment donné un bon moyen de rentrer en contact avec les équipes éducatives, avec les chefs d'établissement, afin de créer je ne sais pas, un séminaire ou un temps de travail de rencontre pour pouvoir justement sortir de l'isolement, échange de pratiques, questionner des pratiques, ou même à un moment donné interroger du choix d'une plateforme, du choix d'une application pour pouvoir accompagner les jeunes sur l'orientation. Alors, on me pose la question envisageons-nous une banque de données, une banque de ressources à destination des équipes pédagogiques? Pour l'instant, non, mais ça peut être une idée à travailler. On n'en a pas encore réfléchi, mais ça peut être la commission d'orientation. Et là, je vous dirais tout simplement, c'est une des questions que je vais garder, mais en tout cas, ça nous demandera certainement du temps de mise en place. Mais pourquoi pas? On pourrait dire à un moment donné que la plateforme qu'il y a eu sur le réenchantement, elle nous a permis de collecter énormément d'initiatives passionnantes et passionnées, de gens passionnés et passionnantes. Pourquoi pas effectivement essayer de tenter de mettre en place une banque de ressources qui pourrait être consultable sur les questions de pratique d'orientation. On est en train de travailler actuellement là sur ce que je vous évoquais tout à l'heure, le livret de mes pas qui a été conçu au sein d'un séminaire intermission au niveau du département éducation. Ça pourrait être à un moment donné, quand il sera mis en ligne, l'occasion de créer cette banque de données. Mais c'est quelque chose à garder, à réfléchir. Je garde cette question-là près de moi et on va essayer d'y travailler et de voir ce qui est possible à faire et puis de voir si c'est quelque chose qui est envisageable. Je vous propose qu'on arrête là puisqu'il y a ce problème de communication des questions, mais ça,
ça m'intéresse de voir effectivement, enfin, en tout cas, ça m'intéresse de finir sur cette question qui invite un peu à l'action et qui, s'il y a ce besoin-là de mettre en commun, ben, on va essayer de travailler dans cette logique-là afin d'essayer d'être le relais pour pouvoir accompagner au mieux nos jeunes et effectivement ben, remplir cette vocation qu'on a, nous, d'accompagner au mieux l'orientation et d'accompagner au mieux surtout les jeunes et les équipes afin qu'on puisse permettre à chacun de trouver sa place et à chacun des acteurs des établissements et des communautés éducatives de pouvoir avoir la posture qui permette à chacun de trouver sa place. Je vous souhaite une bonne soirée.